Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour au stand. Je suis ravi de vous retrouver. La pause estivale se poursuit, les pilotes viennent seulement de revenir de vacances, ils sont seulement en train de tester le simulateur, mais Retour au stand avait à cœur de faire un petit épisode spécial, un épisode spécial débrief de la première partie de saison, et puis bien sûr parler de nos attentes pour les 9 grands prix qui restent. Alors, je vais introduire notre spécialiste, notre consultant préféré, qui a de belles couleurs sur son visage et ça se voit qu'il est encore en vacances. Clément Bigois, comment vas-tu? Tes vacances se sont-elles bien passées et est-ce que la Formule 1 te manque? Salut Quentin. Tout va bien, encore en vacances pour quelques jours, donc je ne suis pas comme les pilotes, j'ai pas mis fin au, euh, aux célèbres congés estivaux, donc tout va bien et on a hâte de retrouver les pilotes de F1 dans 6 petits jours. Là, on profite avec le MotoGP à Spielberg et puis il y aura le fameux retour avec Spa qu'on aime tant dans 6 petits jours et on espère notamment que ce Grand Prix restera au calendrier de la F1. C'est l'une des attentes pour 2023. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Spa, qui est aussi sur la sellette avec le Grand Prix de France. On espère, comme tu dis, qu'il aura lieu l'année prochaine et on espère qu'il aura lieu tout court, puisque l'année dernière, tu te souviens, c'était catastrophe climatique, hein, avec les trompes d'eau qui s'est abattu. Un véritable fiasco de A à Z, une gestion calamiteuse de la FIA, on s'en souvient. Et si c'était Spa qui avait donné le titre à Max Verstappen, on n'en sait rien. Ils avaient de mémoire partagé les points. Enfin, c'était très compliqué et on préfère voir de la compétition très clairement. Exactement. Alors, je vous explique un petit peu la construction de ce podcast, de cet épisode. Nous allons donc revenir premièrement sur nos tops et nos flops de la première partie de saison. Donc, on en a 3 chacun. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons donc aborder nos attentes pour les 9 grands prix qui restent. Alors, commençons, hein, Clément. Donc, ton premier top pour cette première partie de saison. Donc, c'est une écurie. On va commencer avec une écurie qui a pris un départ voilà, très laborieux. Ça s'est mal passé pour les premières épreuves de la saison. Mais au fil du temps, ils se sont remis, hein, ils se sont remis. Et puis, ils commencent petit à petit à rejoindre les deux écuries Red Bull et Ferrari. Donc là, on parle de Mercedes. Je te laisse parler de Mercedes, Clément. Et oui, il était compliqué de mettre Ferrari en top, tant les décisions et les résultats en piste ne sont pas probants ces derniers temps. Donc le choix s'est porté sur Mercedes pour finalement leur retour au très haut niveau, puisqu'on on le sait, la voiture était très mal née. Il y a eu des gros soucis, on les voyait à peu plus de 2 secondes, plus de 2 secondes au tour, 1 seconde et demie au tour, que ce soit même lors des essais en qualif où ça n'allait pas du tout, même en piste. Il faut penser qu'ils sont maintenant à seulement 30 points de la Scuderia Ferrari au classement constructeur. Ils étaient à 65 au soir de Monaco. 65, ça correspond à quasiment 2 grands prix d'avance pour Ferrari, pour ce qui est pour l'instant de la deuxième et troisième place. 30 points, ce n'est qu'un petit Grand Prix ou un Grand Prix et demi, on va dire. Moi, je tiens à souligner quand même le travail dantesque qui a été fait en usine, déjà de la part de George Russell et aussi de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, on ne l'attendait pas à ce niveau-là et on ne l'attendait pas si énervé avec sa voiture. Mais ils ont bénéficié d'un immense George Russell dont je reviendrai dans quelques minutes. Et finalement, les deux se sont mis à retravailler. Il y a également la partie usine avec Toto Wolff, bien évidemment. Et il faut souligner quand même que c'est une voiture très fiable. Et c'est ça peut-être qui a permis à Mercedes de revenir au très haut niveau, une équipe qui a repris de la confiance au fil des week-ends, de faire des quatrièmes places, puis des troisièmes places. Bon, il y a eu les soucis de fiabilité, on le sait, de bon nombre d'écuries, mais ils étaient tout le temps là, ils ont rien cassé finalement dans cette première partie de saison, et c'est vraiment le plus important. Donc, une voiture fiable qui prend des points, qui ne laisse pas passer les opportunités, et c'est ça qui doit être mis en avant côté Mercedes. D'ailleurs, tu te souviens, on en avait dit dans un podcast, je crois que c'était au fin juin ou début juillet, par rapport à Red Bull et à Ferrari, Mercedes n'avait connu aucun abandon, aucun problème de fiabilité, et ça, c'était beau pour une voiture qui était mal née. Et oui, et le seul abandon
j'ai en tête, c'est celui de George Russell percuté par Pierre Gasly, mais on y reviendra. Donc voilà, ils ont, c'est com alors il y a le côté fiabilité, de Ferrari et de Red Bull. Red Bull l'a gommé, Ferrari pas encore, on va dire, mais Mercedes l'a fait et c'est ça qui finalement leur a permis de se remettre, dans le bon chemin finalement, de se remettre la tête sur les épaules, d'avancer. On a vu au, Grand Prix après Grand Prix des sourires revenir dans le box Mercedes et ça fait vraiment la différence et puis, maintenant ils font des podiums. Ils en mettent même 2 sur le podium, ce qu'on n'attendait absolument pas franchement. Si on avait fait des paris au mois d'avril, se dire que Mercedes allait placer, ces 2 pilotes sur le podium, franchement c'était une cote, allez, à 3 contre 1 ou 4 contre 1, on va dire. Et des pilotes aussi qui sont en mesure de signer des pole positions, c'est le cas de George Russell. Et ouais, George Russell, voilà, on va y revenir, c'est mon top, c'est mon top suivant. Mercedes, qui pourrait être la 2e équipe, la 2e grande équipe de cette, 2e partie de saison, on verra. Quant à toi, le top se porte sur tes épaules. C'est, l'écurie Red Bull sans aucune surprise. Non, alors sans aucune surprise, effectivement. Déjà, je vais souligner deux aspects, c'est les pilotes, puis l'écurie en elle-même. Les pilotes, donc on a Max Verstappen, champion du monde en titre, qui s'est montré irréprochable durant cette première partie de saison. C'est un pilote qui a mûri depuis son titre l'année dernière. Je n'ai pas cessé de le souligner pendant les différents podcasts. Un pilote qui a mûri, tant voilà, sur son pilotage, mais aussi sur ses réactions. Irréprochable avec 258 points, une avance de 80 points sur son challenger principal. Voilà, un pilotage mature, très peu de fautes. Donc, il a connu max 2 abandons en début de saison. Donc, c'était des problèmes de fiabilité qui ont été gommés par l'écurie. Mais en tout cas, voilà, un pilote irréprochable qui fait très peu de fautes, qui se montre très mature. Donc voilà, c'est logique de mettre Max dans le top, mais aussi Red Bull. Pérez, quant à lui, eh bien, je trouve qu'il s'est encore, on va dire, amélioré par rapport à l'écurie et tout ce que représente Red Bull. Il endosse bien voilà, le dossard du pilote numéro 2 avec voilà, une victoire à Monaco, il faut le souligner. C'est une belle victoire qu'il a acquis à Monaco. Et puis, bon, il a connu une période un peu faste avec notamment l'Espagne où il pouvait gagner, mais bon, Red Bull a décidé de faire gagner Max avec cette victoire à Monaco, avec l'Azerbaïdjan également une pole position en Arabie Saoudite. Bref, Sergio Pérez, il a de nouveau confirmé qu'il était capable, qu'il était en mesure d'être dans une très grande écurie. Donc ça, il faut souligner. Alors après, il a connu quelques déboires par la suite, notamment au Canada. Mais voilà, par rapport aux pilotes, on a une paire très complète avec Max, donc, qui est peut-être en mesure de gagner son 2e titre, et puis Sergio Pérez, qui aussi fait son taf. Donc ça, c'est clair, il faut le souligner, c'est l'écurie numéro 1 avec 2 pilotes qui sont assez complets. Après, voilà, Pérez par rapport à Verstappen, c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, c'est une paire complète. Et puis, je voulais souligner donc l'écurie en elle-même, qui est vraiment le top, hein, puisque donc c'est 97 points d'avance au classement constructeur, donc c'est une avance très confortable. Aucun problème de fiabilité à souligner à part au début de saison par rapport à ses rivaux, donc Ferrari en l'occurrence. C'est constant, c'est puissant, stratégiquement c'est irréprochable. Et puis moi, ce que je voulais souligner, c'est voilà, c'est chacun chez Red Bull fait du très bon boulot. On a Horner qui est le team principal, qui défend toujours ses pilotes, qui fait toujours du très bon boulot. On a Adrien Noué qui est responsable technique, qui fait du très bon boulot également. Et puis je voulais rendre hommage à Anna Schmitz, qui est la stratège de chez Red Bull et qui s'est montrée également elle aussi irréprochable, notamment au Grand Prix de Hongrie, voilà, avec Max et Checo qui partaient 10e et 11e. Elle a su voilà, mettre en œuvre toute cette remontada. C'est elle aussi qu'il faut rendre hommage puisque c'est une personne de l'ombre un peu. On la voit de temps en temps sur les circuits parce qu'elle n'est pas à tous les grands prix. Mais voilà, c'est irréprochable de A à Z. Donc voilà, les pilotes.
Christian Horner, les stratèges, c'est constant. Et puis voilà, ils méritent tout simplement leur première place au classement constructeur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que le doublé peut échapper à Red Bull, c'est-à-dire titre constructeur et titre pilote? Je vois mal comment ils pourraient leur échapper, sachant que voilà, Ferrari connaît des déboires au niveau stratégique, connaît des déboires au niveau de la fiabilité, de la performance entre guillemets. Je vois pas comment ils peuvent s'effondrer comme ça d'un coup, à moins que voilà, Ferrari et Mercedes mettent le curseur un peu plus haut, mais même avec ça, je pense que Red Bull peut, enfin voilà, Red Bull va gagner déjà le classement constructeur, je pense. Max, on verra, mais c'est très bien parti aussi pour un deuxième titre. Donc non, moi je pense que Red Bull va faire le doublé. Et je pense que si ça continue comme ça, alors c'est peut-être partir dans des grandes théories, mais pourquoi pas s'installer sur une comment dire, une domination à long terme, comme l'a connu Mercedes avec Hamilton et les 8 championnats constructeurs. Alors, je ne parle pas de 8 championnats d'affilée, mais peut-être 2, 3, 4. Voilà, c'est possible parce que c'est constant et pour moi, c'est très, très fort. Je sais pas ce que, Impeccable. je sais pas Passons ce que- côté pilote maintenant. Passons côté pilote. Alors, ben, moi, je te propose du coup de repasser chez Mercedes avec George Russell. Ouais, c'est vraiment l'homme très très fort de ce début de saison. On s'y attendait parce qu'on l'avait vu très rapide dans une Williams. On l'avait vu très rapide aussi quand il avait remplacé Lewis Hamilton au moment du Covid à Bahreïn. Franchement, voilà, 12 top 5 en 13 courses. C'est absolument fabuleux. Une seule course sans voir l'arrivée. Je l'ai dit, c'était à Silverstone quand il est percuté par Pierre Gasly, 5 podiums. Euh, il est très rapide, il est très rapide. Il a fait une pole position. Il est rapide le vendredi, il est rapide le samedi. Il est très fiable le dimanche. Il a réalisé, c'est un gros travailleur, donc finalement, il est récompensé de son travail. Moi, je pense que c'est le futur de l'écurie sans aucun doute possible. Et je le vois, voilà, d'ici 3 ans, d'ici 2, 3 ans, quand Lewis Hamilton devra arrêter, il sera l'incontestable numéro 1 de cette équipe Mercedes. Et il pourrait, si la voiture eh bien, venait à être un petit peu meilleure, disputer le titre de champion du monde d'ici 2 à 3 ans à Max Verstappen et à Charles Leclerc. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas à ce jeune très talentueux qui fait partie de la formation anglaise, comme les Norris, comme les Hamilton. Voilà, ça évolue à un très très haut niveau. Il est agréable en interview, il est passionnant à écouter et déjà un très grand pilote. Et vraiment, si dans les années à venir, on peut avoir des batailles en piste Verstappen, Leclerc, Russell, ça sera que mieux pour cette Formule 1. Et de ton côté, on reste finalement sur la jeunesse avec notre écurie française Alpine et Esteban Ocon avec une première partie de saison mitigée, mais on regarde plus vers le haut que vers le bas. Alors, j'aurais pu mettre seul, mais bon, si on avait les mêmes tops, voilà, ça aurait été pas trop non plus bien pour le podcast. Oui, j'ai mis Esteban Ocon parce que je trouve qu'il a passé un cap depuis la saison dernière, depuis sa victoire, hein, sa première victoire en Hongrie. Il a passé un cap donc avec sa victoire, avec Fernando Alonso qui lui a apporté toute l'expérience et tous les conseils nécessaires. Et puis, tout simplement, en 2022, il est plus fort que Fernando Alonso. Déjà au niveau des points, voilà, il est plus fort. En termes de points, il a 17 points d'avance sur son coéquipier. Donc, il est plus fort qu'un double champion du monde. Et un double champion du monde qui est encore en forme, hein. Voilà, Alonso, il pète le feu, il est toujours motivé. Et Esteban Ocon est devant au classement pilote. Donc ça, c'est à souligner. Je trouve qu'il a passé un cap, je trouve qu'il est encore plus mature, il est régulier, il optimise au mieux sa voiture qui est pas mal né, mais qui n'est pas non plus, voilà, qui est 5 6e, 4 5e, voilà, sur le plateau. Il est excellent. Excellent week-end en Autriche. Je vais peut-être en parler tout à l'heure en évoquant Spielberg. Euh, et je trouve il va peut-être faire une deuxième partie de saison encore meilleure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas englué dans le mercato, dans les affaires du mercato. Lui, il a son baquet chez Alpine jusqu'en 2024. Voilà, lui, il est serein, il est en vacances en Sardaigne, il a pas ouvert son téléphone. Donc, je trouve que ça aussi, ça peut optimiser encore son pilotage et puis son état d'esprit.
Voilà, c'est le sixième, septième, il est septième au classement. Donc voilà, je pense que les conditions sont réunies pour qu'il fasse encore mieux. Mais je trouve qu'il a bien fait pendant cette première partie de saison. En plus, il se permet de titiller Fernando pendant les Grands Prix. On les a vus beaucoup de fois côte à côte dans les Grands Prix. Voilà, touche-touche, très limite. Donc voilà, il a scoré des points aussi, c'est à souligner, pour la première fois au Grand Prix de France à domicile. Et il a reçu de belles ovations de la part du public, comme Pierre Gasly. Mais je trouve que voilà, Esteban Ocon, il a tout pour lui. Et je pense qu'il le fait bien avec une voiture qui n'est pas si performante par rapport aux trois autres écuries. Mais voilà, je suis content d'Esteban. J'espère qu'il va réaliser une bonne deuxième partie de saison. Est-ce que sa bonne première partie de saison a peut-être poussé son coéquipier à accepter les offres d'Aston Martin? Est-ce que c'est un élément à prendre en compte? Peut-être, peut-être. Après, voilà, je suis un peu déçu d'Alonso par rapport bon, à son choix et par rapport aussi à l'ambition qu'il a. Oui, peut-être, peut-être. Après, il le dira pas parce que bon, voilà, c'est la F1, c'est une question d'ego. Mais oui, je pense que ça peut jouer là-dedans. Il a vu que c'était pas le numéro un, Fernando. Euh, voilà, c'est l'avenir, Ocon, c'est l'avenir d'Alpine, clairement. Donc oui, pour moi, ça peut jouer. Donc après, ben, on ne saura pas la vérité, hein, on ne saura jamais, mais voilà. Eh bien, je te propose de passer eh bien, au Grand Prix, en un top Grand Prix. Et toi, tu as choisi Spielberg, qui s'est déroulé donc au mois de juillet et qui a vu Charles Leclerc l'emporter. Oui, bon, il y a le côté Ferrari, bien évidemment, qui joue un peu, mais on a vu vraiment une course spectaculaire avec une bataille sublime. Toi, en tant que aficionado de Verstappen, on les a vus se batailler en piste, mais de manière très sobre, sans qu'il n'y ait de soucis entre les deux. On sait qu'ils s'apprécient, mais il n'y avait pas de guerre en piste pour sortir l'un ou l'autre. Trois dépassements absolument de haute volée entre Charles Leclerc et Verstappen. Ferrari se disputait, allez, s'envolait presque vers un doublé avant que la voiture de Carlos Sainz abandonne à 14 tours de la fin. Il y a eu le stress de fin de course aussi avec les soucis de fiabilité de Charles Leclerc. Et puis, on se souvient cette incroyable image à plusieurs reprises d'une bataille à 5 en piste, notamment à ce virage 2, en haut de la piste, avec, je ne sais plus, c'était 4 ou 5 qui avaient le DRS. Donc, on a rarement vu ça. Ça c'est permis par la nouvelle réglementation, donc ça, on peut le saluer. On ne cessera de le faire dans ce podcast parce que ça nous permet de voir des superbes dépassements en piste et surtout des pilotes qui utilisent finalement cette envie de dépasser sur 2, 3 ou 4 tours, ce qu'on ne voyait pas les années précédentes. Spielberg a été vraiment spectaculaire. C'est peut-être la deuxième plus belle course de la saison. Derrière Silverstone, je te fais une passe décisive à distance. C'est une parfaite transition. Oui, bah Silverstone, dixième épreuve de la saison, début juillet. Clairement, c'est le meilleur Grand Prix depuis le début de la saison. Peut-être l'un des meilleurs depuis l'ère hybride. On a vu du spectacle. On est passé par toutes les émotions. D'abord avec l'accident de Guan Yu Zhou. On a eu très peur, hein. Le halo l'a sauvé. Voilà, ce carambolage au départ avec George Russell, Pierre Gasly, Guan Yu Zhou. Donc, on a forcément eu peur pour le pilote chinois. Et puis, bien sûr, comment ne pas, enfin, comment on ne peut pas oublier ce moment, voilà, entre Charles Leclerc, Sergio Pérez et Lewis Hamilton à la fin du Grand Prix, cette bataille à trois pour la deuxième place, qui est simplement magistrale. J'ai eu des frissons. J'ai ressenti beaucoup de choses pendant ce Grand Prix de Silverstone, de Grande-Bretagne. C'était assez fou. Voilà, c'est Checo Pérez. Donc déjà, ce dépassement d'Hamilton sur Leclerc et Pérez qui se disputaient la deuxième place. Ensuite, Charles Leclerc qui revient à la charge, qui dépasse Hamilton. Enfin voilà, on a vu des choses. Et derrière, il y avait Alonso et Norris aussi qui pouvaient espérer quelque chose. Mais bon, finalement, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Mais voilà, c'est un Grand Prix où on a vécu des émotions, on a ressenti des émotions différentes. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. C'est d'ailleurs depuis Abu Dhabi, mais bon, c'était pas les mêmes émotions. Mais voilà, on a eu des belles batailles avec donc la réglementation, la nouvelle réglementation qui le permet. Mais aussi, il faut souligner que c'était la première victoire de Carlos Sainz.
et les premiers points de Mick Schumacher. Alors franchement, là, on a eu la totale. On a eu voilà, une première victoire, des premiers points d'un fils prodige, et puis cette magnifique bataille, comme je viens de te le dire. Je pense que toi aussi, c'était ton Et meilleur Grand Prix. on se souvient à l'issue de la course, que ce soit chez les télés françaises, espagnoles, anglaises, pour avoir un peu regardé un peu tout, des consultants excités finalement de ce qu'ils avaient vécu, avec des yeux de gamin, enfin des étoiles plein les yeux, quoi. Exactement. Bien, ben, on va passer à nos flops, hein, parce on en a aussi des flops. Eh bien, toi, tu as choisi McLaren. Alors, McLaren, qui l'année dernière visait un peu plus haut que ça, mais finalement qui a connu des déboires déjà en termes de fiabilité, de performance surtout. Et puis, ben, je te laisse parler de McLaren, ton premier flop. Bah, c'est ce que tu viens parfaitement de me lancer, c'est-à-dire que l'année dernière, ils visaient presque la troisième place de Ferrari. Ils ont été large quatrième force du plateau et là, ils sont 5e pour le moment derrière Alpine, mais il faut remettre en perspective qu'ils ont marqué énormément de points en Australie et à Imola. Un petit point stat très simple, sur les 8 derniers Grands Prix, ils ont marqué 6 points de moyenne, ce qui est catastrophique pour une telle voiture. Alors, on se souvient d'un début de saison où on les voyait se battre pour une 15e, 16e ou 17e place. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils ont deux pilotes talentueux, un ex-grand pilote, Daniel Ricciardo, qu'on a vu très très fort euh, avec Red Bull. J'y reviendrai, c'est mon flop de cette première partie de saison. Un Norris qui est très talentueux, qui fait partie de l'excellente génération autour de 23 à 25 ans, et une voiture catastrophique, ça n'allait pas, des pilotes qui s'énervent un peu, il n'y avait pas de performance en piste, elle n'était pas fiable, on la voyait très très loin. Bon, ils ont Australie et Imola qui sont finalement deux arbres qui cachent peut-être l'Amazonie, parce qu'ils ils sont en grande difficulté. Voilà, il y a quand même un podium, c'est celui de Norris à Imola, c'est la seule satisfaction de cette première partie de saison. Mais j'ai peur que ça ralentisse la progression de carrière de Lando Norris. J'espère pour lui qu'il va retrouver l'année prochaine, puisqu'il a un contrat pluriannuel, une voiture digne de ce nom. Ils sont censés quand même être devant Alpine, ils ne le sont pas. Donc c'est très clairement le flop de ce début de saison. Euh, et on verra la suite, mais c'est vrai que les derniers Grands Prix qu'on a vus en Hongrie, en France, ne sont pas réjouissants pour cette ex-grande équipe McLaren. De ton côté, on prend l'avion d'Angleterre en Italie pour la petite sœur de Red Bull. Mais il y a une petite sœur de Red Bull. Je me demande si c'est vraiment la petite sœur de Red Bull, tant il y a une différence entre l'écurie Red Bull et l'écurie AlphaTauri. AlphaTauri, je les ai mis en flop. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils ne permettent pas à Pierre Gasly de performer. Ils ne donnent pas une voiture correcte à Pierre Gasly. Pierre Gasly, bon, voilà, on le défend, c'est notre Frenchie. Mais voilà, AlphaTauri l'année dernière a fait pas mal de bonnes choses avec un duo qui apprenait à se connaître, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. C'était pas simple, mais ils ont fait voilà, des choses assez correctes l'année dernière. Là, pour la nouvelle réglementation, c'est catastrophique. Pierre Gasly, mis à part Bakou, c'est pauvre. Yuki Tsunoda s'en sort assez peu. Enfin, voilà, c'est catastrophique AlphaTauri. Que je mets au même niveau de Williams et Aston Martin. C'est pauvre, on sent de la frustration chez les pilotes, surtout chez Pierre Gasly qui mérite beaucoup mieux. On est tous d'accord sur ça. Voilà, c'est pauvre en performance, c'est pauvre en fiabilité. Pierre Gasly ne voit plus le top 10. Pareil pour Yuki Tsunoda. Alors en plus, on a un deuxième pilote qui des fois fonce dans son coéquipier. Alors là, pour ajouter un peu du piquant dans leur début de saison merdique. Donc voilà, AlphaTauri, on se demande ce qu'ils font là, où sont leurs objectifs. On voit pas un bout en fait, on voit pas une perspective de progression chez eux. Et puis ça se ressent bien sûr sur l'humeur des pilotes, mais surtout de Pierre Gasly et qu'on voit un peu plus médiatisé, bien entendu. Voilà, donc je sais pas où ils vont, je sais pas quels sont leurs objectifs. Est-ce qu'ils se concentrent sur 2023? C'est possible, mais voilà, Pierre Gasly,
dans la partie de saison, enfin dans la deuxième partie de saison, qu'est-ce qu'il vise? Est-ce qu'il vise 2 petits points, 3 petits points? Voilà, c'est très décevant pour une petite sœur de Red Bull. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? 8e actuellement du classement constructeur, derrière, As qui a pris des gros points en début de saison, mais qui a également permis à Schumacher de marquer des points. Est-ce que, AlphaTauri peut viser cette 7e place? On sait le gap d'argent qu'il y a entre, une 9e, parce qu'ils peuvent être également 9e si jamais Aston Martin se relance. Est-ce que, ils peuvent viser cette 7e place? On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre en F1 et que, une 7e place plutôt qu'une 8e apporte des garanties financières supplémentaires pour la voiture de 2023. C'est une question, c'est la question finalement qu'on peut se poser concernant AlphaTauri pour Bah, ces 9 derniers Grands Prix. clairement, à l'heure actuelle, Clément, je ne pense pas qu'ils peuvent viser une 7e place, voire même ils peuvent se faire remonter par Aston Martin. Enfin voilà, comme je viens de dire, je ne vois aucune perspective de progression. Enfin voilà, c'est catastrophique. C'est clairement catastrophique. Et puis on leur en veut aussi donc de ne pas donner une voiture correcte à Pierre Gasly. Et puis chaque week-end, c'est déception sur déception. Voilà. Alors peut-être comme je viens de dire, ils prennent 2023 comme principal objectif, mais en tout cas, on ne voit pas trop le bout. Alors, ton deuxième flop, donc on passe à un pilote, c'est un flop en commun, c'est Daniel Ricciardo. On a beaucoup de choses à dire. Daniel Ricciardo qui donc se fait pilonner par Lando Norris chez McLaren et puis qui est englouti dans l'affaire Mercato. Je te laisse parler de Daniel Ricciardo. 6e place seulement comme meilleur résultat. Cette année, c'était chez lui en Australie, 19 points en 13 courses. Je pense que les faits sont là. On ne voit plus le grand pilote qu'il était en 2014 et 2016 quand il terminait à la 3e place du classement pilote. Alors, il garde son semblant de sourire. On sait que c'est l'homme à la banane dans le paddock, mais la banane n'a plus vraiment envie de sourire depuis quelque temps. Il n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas si la McLaren est plutôt mise en mode réglage pour Lando Norris. On sait que les deux n'ont pas du tout le même style de pilotage. Lando Norris étant l'anglais de l'écurie, le pilote en devenir. Donc, c'est peut-être ça aussi la raison de ce flop, de cette première partie de saison totalement ratée, même si on sait que voilà, Red Bull aussi a une voiture plus faite pour Max Verstappen que pour Sergio Perez, mais Daniel Ricciardo, c'est très compliqué, un peu à l'image de Pierre Gasly. Il ne s'énerve pas parce qu'il est d'un naturel positif. Maintenant, il faut voir, est-ce que le fait de peut-être signer chez Alpine en tant que numéro 2 derrière Esteban Ocon ou en tant que numéro 1 bis, ça on verra, peut lui redonner un gap de confiance, mais on sent vraiment qu'il est mentalement en grande difficulté. Il est en grande difficulté déjà au niveau de la performance. Voilà, il comprend pas sa voiture, il n'arrive pas à optimiser sa voiture qui voilà, on peut dire qu'elle est faite pour Lando Norris, mais c'est un pilote d'expérience qui a été chez Red Bull, chez Renault et voilà, il n'y arrive pas. Peut-être manque-t-il de motivation, peut-être ce qu'il se dit que c'est peut-être la fin pour lui, hein. On peut penser ça également. Et puis, comme tu l'as souligné subtilement, eh bien, son baquet chez McLaren n'est plus d'actualité pour 2023, avec l'affaire Piastri notamment. Donc, on se dit que c'est un pilote qui est décrédibilisé, voilà, Zach Brown, ce qui me frappe aussi, c'est que Zach Brown s'était donné pour objectif de rehausser le niveau de Daniel Ricciardo. Il l'avait dit en début de saison, parce que bah voilà, Daniel Ricciardo a enchaîné les contre-performances. Et puis là, avec l'affaire Piastri, on se dit, bah, Zach Brown, il n'a pas cherché à comprendre. Il s'est dit, on prend un autre pilote et on vire Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, il a la banane, mais la banane ne suffit plus en fait. Et là, on parle notamment de dédommagement financier avec l'affaire Piastri, c'est-à-dire que McLaren donnerait beaucoup d'argent à Daniel Ricciardo, voilà, parce que bon, il a été précipitamment évincé. Et lui, il poste des photos sur les réseaux sociaux avec son sourire légendaire, mais je me dis, est-ce que ce pilote a encore sa place en Formule 1? D'autres n'ont pas leur place puisqu'ils sont nuls, j'ai envie de dire, entre guillemets.
lui, il n'a plus sa place parce que voilà, les écuries lui font peut-être moins confiance. Et puis, en termes de performance, voilà, c'est tout. Daniel Ricciardo, il a perdu de sa puissance et de sa constance et du rythme. Bien, alors on va passer dernier flop en termes de course. Tu as mis Bakou. Alors je me suis demandé pourquoi Bakou. Alors est-ce que c'est parce que Ferrari a connu des déboires là-bas? Non, c'est une édition creuse. On a eu finalement, moins de spectacles que les années précédentes. On a eu des doutes sur Bakou au début et finalement on s'est mis à tous apprécier ce beau circuit, dans la vieille ville de Bakou avec, ses longues lignes droites, mais aussi ses passages impressionnants, notamment dans le château avec, je crois, seulement, 8 ou 9 mètres d'écart, là où s'était planté Charles Leclerc. Oui, certes, on a eu Ferrari qui a finalement, fait un zéro pointé dans cette course et c'est ça qui a manqué aussi en termes de spectacle, les freins qui lâchent pour Carlos Sainz, le moteur post-Barcelone qui relâche pour Charles Leclerc. Mais quand on voit les résultats bruts de cette course, Pérez finit à 20 secondes, deuxième, Russell troisième à 45 secondes, Hamilton quatrième à 1 minute 11. Ça fait des écarts qui sont trop importants et ça fait finalement trop peu de batailles en piste. Et c'est pour ça que je l'ai mis en flop. Le petit épisode marrant, c'est le scotch de Tsunoda sur son DRS qui a beaucoup fait rire Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Mais vraiment, j'ai moins apprécié ce Grand Prix, même s'il y en a eu d'autres. Et toi, je sais que tu as été marqué par une première édition autour du Hard Rock Stadium en Floride, où on a vraiment eu du mal à vibrer. Alors, souviens-toi, Clément, on l'a regardé ensemble, ce Grand Prix. J'avais ressenti une excitation avant que la course ait lieu. Pourquoi? Parce que déjà, la Canal+ avait bien mis l'accent sur le show, sur la marina avec l'eau qui n'était pas de l'eau, en fait. Voilà. Donc, moi, ce que je retiens de Miami, en fait, c'est le show, mais c'est pas le show sur la piste. C'est le show autour avec les stars qui viennent dans le paddock. Voilà, c'est la Formule 1, c'est les belles images, les gens connus qui viennent sourire, qui viennent voilà poser. Mais en fait, sportivement, je n'ai rien retenu de cette édition. On nous a vendu un truc énorme. Finalement, je n'ai eu aucun frisson devant. On s'est même regardé, je pense, je me souviens, on s'est dit bon voilà, c'est ça, ça manque de quelque chose, je sais pas. En plus, bon, on avait eu un débat sur la sécurité à Miami, et notamment avec l'accident dans les chicanes d'Esteban Ocon et de Carlos Sainz, il me semble. Donc voilà, en termes de sportif, je n'ai rien retenu de Miami. Voilà, c'est de l'argent, hein, c'est les États-Unis qui proposent. Voilà, on aura Las Vegas l'année prochaine, mais Miami, pour moi, n'a pas sa place en Formule 1. Certes, c'est un beau décor autour du Hard Rock Stadium, c'est le show, mais si on n'a pas la performance, enfin le spectacle en piste, je trouve que ça sert à rien. Donc, je sais pas ce que tu en On leur penses. donne, Est-ce qu'on leur donne un petit carton jaune pour s'améliorer pour 2023? On sait qu'il y a beaucoup de discussions avec la FIA qui peuvent refaire certains virages, faire peut-être une mise à jour euh, de certaines portions de piste, en discussion avec les pilotes, les écuries, la FIA. Petit carton jaune, mais pour l'instant, pas de carton rouge. Allez, on est gentil. Un grand avertissement en tout cas, parce que voilà, Le tarmac aussi, on oublie le souci du tarmac avec des gros soucis avec les pneus. Ça avait été compliqué de A à Z, même si on avait vu un samedi assez intéressant. Le dimanche a été bien en deçà. Et Miami, oui, je le valide, mérite ton flop. tu valides ton flop. Bien, alors on va parler maintenant des attentes qu'on a pour les 9 Grands Prix qui restent. Voilà, on a une deuxième partie de saison qui peut s'annoncer excitante entre guillemets avec voilà, Verstappen donc il y a 80 points d'avance, mais tout est possible encore pour Charles Leclerc. Et puis une bataille à trois. Alors moi c'est ce que je mettrais en première attente, c'est véritablement je veux qu'il y ait pendant les 9 Grands Prix une bataille avec les trois écuries.
une bataille avec les 3 aigris qu'on a vu un peu, enfin qu'on a vu en Hongrie, voilà, avec les 6 pilotes qui se sont battus aux avant-postes. Mais voilà, j'attends encore plus de cette bataille à 3 avec les Mercedes, pourquoi pas, qui s'installent, qui se disputent la victoire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette bataille à Ouais, je vais 3? noter. J'ai noté aussi Mercedes devant pour jouer une victoire, point d'interrogation. Ferrari, enfin fiable. Allez, je vais faire à la Julien Cazard, mais pêle-mêle, j'ai noté que j'aimerais un Zandvoort aussi dingue que l'an dernier. Du 2 au 4 septembre, on avait vu une ambiance délirante, des bankings intéressants, euh, vraiment une piste à l'ancienne, mais de grande qualité. Ouais. J'ai également mis est-ce que Ocon et Alonso peuvent viser un podium, on ne sait pas. Et mon autre attente, c'est malheureusement la fin du peloton, mais qui pour la 7e place entre As, AlphaTauri et Aston Martin. Et puis Mm. on est dedans et on y sera sûrement jusqu'à Monza aux alentours du 11 septembre. Mercato de folie, où est-ce qu'on va qui, pour telle place? Est-ce que Théo Pourchaire va avoir un baquet? Voilà, on va avoir, je pense, 3 semaines totalement excitantes entre Spa, Zandvoort et Monza. Et après, ça va lancer la fin de saison. Ouais. Alors moi, j'ai noté, à part la bataille à 3, j'ai noté un comportement digne pour Alonso. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais je veux dire, j'ai envie qu'il finisse bien avec Alpine, en fait, tout simplement, parce que bon, il y a cette histoire autour d'Oscar Piastri, et puis voilà, c'est un peu Alonso qui a déclenché toute cette merde, mais avec son départ d'Aston Martin. Mais moi, c'est un choix qui m'a déçu sportivement parlant pour d'aller chez Aston Martin. J'attends qu'Alonso donne tout ce qu'il peut pour voilà viser pourquoi pas un podium comme tu l'as dit. Euh, mais surtout, voilà, remercier Alpine parce qu'il a été double champion du monde avec Renault et Alpine lui a redonné une place en F1. Donc j'espère qu'il va pas se concentrer sur 2023 et puis balancer tout le reste. Donc voilà, un comportement digne pour Alonso. Alors Clément, parmi tes attentes de la deuxième partie de saison, c'est plutôt une satisfaction peut-être de revoir 2 circuits iconiques de la Formule 1, le Grand Prix de Singapour et le Grand Prix du Japon. Ouais, c'est surtout Suzuka qui est une piste mythique dans le monde entier pour la qualité de sa piste, de ses grands prix. On reverra aussi Singapour de nuit. Bon, Grand Prix un peu bling-bling en Asie, mais ils ont été supprimés pour cause de pandémie ces dernières années. On les reverra au calendrier. C'est une bonne chose. Et on sait que le calendrier va être assez dantesque pour la reprise avec des enchaînements souvent à 3 grands prix de suite. Donc, il ne va pas falloir chômer du côté des écuries et des pilotes. Il y a donc Spa, Zandvoort, Monza, et ensuite, bon, il y aura Singapour, Suzuka qui seront collés, et puis le célèbre enchaînement Circuit des Amériques, Mexique. Voilà, on a le droit à un enchaînement assez important. La Russie, bien évidemment, en moins, qui aurait fait un deuxième bloc de 2-3 courses. Mais voilà, pour ce qui est des attentes de cette deuxième partie de saison, 9 courses, un peu plus de 3 mois et demi de compétition et les 3 derniers mois de compétition d'un champion du monde qui sera en vert jusqu'à fin novembre. Ouais, bah ouais, c'est une de mes attentes, hein, Sébastien Vettel. Alors, pas pour une victoire, ni pour un podium, à moins qu'on ait un Grand Prix de Hongrie 2021 bis, mais Sébastien Vettel, voilà, c'est quadruple champion du monde, c'est une légende, un vétéran de la Formule 1, et de bien finir, bah, c'est de finir dans les points, c'est de scorer le plus de points possible. Alors pour une septième, huitième place, grand maximum. Mais voilà, Sébastien Vettel, c'est une légende qui part, c'est triste, mais voilà, c'est aussi logique. Moi, ce que j'attends surtout, c'est peut-être, alors j'espère que qu'ils vont le faire, mais c'est, souviens-toi, en 2018, quand Alonso arrêtait la Formule 1, à Abu Dhabi, ils avaient fait des donuts avec Lewis Hamilton et Sébastien Vettel à trois, les 3 champions du monde. Alors moi, ce que j'attends, c'est tout simplement une scène où on retrouve donc Vettel, Alonso
Hamilton, Verstappen qui est champion du monde, donc peut-être qu'il le sera encore une deuxième fois, ou alors Charles Leclerc. Mais voilà, une belle scène où on voit tous ces champions du monde ensemble et faire des donuts. Je sais pas si tu t'aimerais Ouais, les. on le sait que Liberty Media, FOM et la F1 sont très reconnaissants. Ils font un boulot extraordinaire sur les réseaux sociaux, que ce soit avec du graphisme, avec des montages. On le voit maintenant avec les podiums qui sont célébrés derrière, avec beaucoup de vidéos, avec des murs d'images, des replays du Grand Prix, la cool room également. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus que la F1 saura rendre hommage à ce grand pilote Sébastien Vettel, qui aura connu une deuxième partie de carrière un petit peu plus compliquée, notamment chez Ferrari, mais on se souviendra bien évidemment de ses immenses exploits, de ses titres et de sa notamment première victoire à Monza dans le baquet d'une Toro Rosso. À l'époque, c'était assez exceptionnel et il mérite en tout cas la reconnaissance du paddock, même s'il l'a déjà, et surtout des autorités de la F1. Clément, je vais peut-être te surprendre un petit peu, mais se surprendre entre guillemets, mais parlons vite fait Formule 2, Formule 3. Est-ce que tu as des attentes particulières pour la fin de ces deux championnats, notamment pour les Français? Bah, Théo Pourchaire, je pense qu'il prétend un baquet, c'est ce qu'on entend en tout cas dans la bouche des uns et des autres, selon les infos du paddock, mais pour cela, il doit être champion du monde, donc c'est-à-dire battre Drugovic, le Brésilien qui est très constant, qui est très fort. Le dernier week-end, il est revenu à 21 points, donc c'est la grosse attente. On le sait qu'il est très fort en course longue, Théo Pourchaire, malgré des qualifications un peu en deçà de nos attentes. Il faut qu'il performe un petit peu plus sur la course du samedi, la course sprint. Voilà, il se doit de viser le titre pour prétendre au baquet en 2023. Sinon, ça sera peut-être une année en tant que troisième pilote, ou ça c'est une bonne question, il pourrait rejoindre, il pourrait copier finalement Esteban Ocon qui s'est mis en retrait. Bon, lui, il était en F1, il s'est mis en retrait, il est revenu, mais ça serait une solution, mais on sait que c'est pas facile d'arrêter une année. J'ai une théorie avec Théo Pourchaire, est-ce que tu veux l'entendre? Allez, lance-toi. Théorie Mercato. Alors pour moi, Théo Pourchaire n'ira pas chez Alfa Romeo, puisque je pense qu'ils vont garder la paire Valtteri Bottas, Guanyu. En revanche, je vois bien Théo Pourchaire chez Haas avec Kevin Magnussen et Mick Schumacher chez Alpine avec Esteban Ocon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est possible, c'est possible. On a vu ces derniers temps Mick Schumacher liker sur les réseaux sociaux. On sait que c'est le grand truc d'aller un peu regarder ce qui se fait chez les uns et les autres niveau abonnement. C'est fort possible, on l'a dit, on va avoir le droit à un mercato complètement dingue jusqu'à Monza. Théo Pourchaire mérite, on le sait qu'il est très, très jeune, très talentueux. Tout le paddock le dit depuis un certain temps, donc il va falloir voir. Mais oui, je valide. Moi, j'aimerais le voir. Et en tant que Français, on est forcément euh, excité et en attente de nos pilotes français. On est bien sûr ravis d'avoir vu des victoires ces 2 dernières années d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Et Théo Pourchaire, on vibre sur certains grands prix avec lui en levée de rideau des très grands. Donc pourquoi pas. Et tu m'as lancé sur la F3, on a Isaac Adjar, on a Victor Martins, on a Arthur Leclerc qui sont 1, 2 et 3 pour le moment. Tout cela, pareil, ils visent la F2 à court terme. On sait qu'Isaac Adjar a un baquet normalement Red Bull qui lui est prévu pour la F2, enfin, sur la Red Bull Driver Academy. Et pilote très talentueux, lui aussi, encore jeune. Donc, c'est une attente, bien sûr, de voir ce que vont faire nos Français, plus le petit frère de Charles Leclerc, monégasque. Ils sont 1, 2 et 3, c'est génial pour la qualité du sport et de la formation française. Donc, on suivra ça, bien évidemment, et ça fera partie peut-être de certains tops en fin de podcast, parce qu'il
Je le répète, il ne faut pas les oublier. Ils sont le futur de la F1. On le sait à quel point c'est compliqué de faire F3, F2, F1, les financements, tout cela. Le talent en piste et hors piste. Donc voilà, il faut les mettre en avant quand il faut. Le sport français, on le sait, n'est pas tout le temps mis en avant puisqu'il y a des performances qui sont loin de nos attentes, mais ceux-là sont forts et on y croit pour la suite. Bien, Clément, bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour tes tops, pour tes flops, pour tes attentes. Merci beaucoup pour cet épisode. Ça sera une mise en ligne début de semaine. Et puis, bah, on reviendra très vite pour Spa-Francorchamps, une épreuve, enfin une course qui risque de tenir toutes ses promesses. J'espère qu'elle aura lieu parce que je m'y rends. Voilà, je croise les doigts. Et Ouais, puis, déjà, bah, voilà. mets les alertes météo. Mets les alertes météo, on ne sait jamais, ça pourrait te servir sur ce que tu mettras dans ta valise. Ouais, alors, pour l'instant, j'ai vu du soleil et des nuages, mais pas de pluie. Pour l'instant, ça va. Peut-être une séance de qualification sous la pluie. Ça, pourquoi pas, mais on verra bien. Écoute, merci beaucoup. Et puis, Dans 8 jours. voilà, dans 8 jours. Et puis, pour patienter, il y a la moto. Il y a la moto à Spielberg ce dimanche, enfin ce week-end. Le On retour espère. en grâce de Fabio Quartararo, la peut-être première victoire de Johan Zarco. Ils ont fait 1 et 2 ce samedi matin en essai libre. On va suivre les qualifications ce samedi après-midi et la course demain sur le Red Bull Ring avec une chicane, cette fois-ci dans la longue ligne droite qui mène au virage 2. Un virage, une chicane renommée 2A et 2B. On verra ce que ça donne. Le sport le sport mécanique ne s'arrête jamais. Ne s'arrête jamais. Exactement. Merci Clément. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, ciao. À bientôt.